Bonjour à toutes et à tous, on va corriger le deuxième sujet du bac 2025. Exercice 1. Les deux parties peuvent être traitées indépendamment. Dans cet exercice, on s'intéresse à des personnes venues séjourner dans un centre multisport au cours du week-end. Les résultats des probabilités demandées sont arrondis au millième si nécessaire. Donc dixième, un chiffre après la virgule, centième, deux chiffres après la virgule, et millième, trois chiffres après la virgule. Le centre propose aux personnes venues pour un week-end une formule d'initiation au roller composée de 2 séances de cours. Donc il y a une initiation composée de 2 séances. On choisit au hasard une personne parmi celles ayant souscrit à cette formule. On désigne par A et B les événements suivants. A, la personne chute pendant la première séance, donc on déduit que A bar c'est qu'elle ne chute pas. Et B, la personne chute pendant la deuxième séance. Des observations permettent d'admettre que P de A, donc la proba de chuter lors de la première séance est de 60%, donc 0,6. Par ailleurs, on a d'autres infos ici. On nous dit, de plus, on constate que si la personne chute pendant la première séance, la probabilité qu'elle chute encore est de 0,3. Et si la personne ne chute pas, la probabilité qu'elle chute pendant la deuxième est de 0,4. On va exploiter tout ça parce qu'on nous dit, question 1, de représenter cela par un arbre pondéré. Donc on va faire notre arbre. Donc il y a, lors de la première séance, soit je chute, à savoir A, regardez, la personne chute pendant la première séance, soit je ne chute pas. Par ailleurs, il y a B et B bar, B et B bar. Donc on nous dit, la probabilité de A c'est 0,6, donc ici 0,6, naturellement ici c'est 0,4. Si la personne chute pendant la première séance, donc si je suis là, si j'ai chuté, la proba que je chute pendant la deuxième est de 0,3. Donc ici, on est à 0,3. Et donc ici, naturellement, c'est 0,7. Et si la personne ne chute pas lors de la première séance, donc si on est au niveau de A bar, la probabilité qu'elle chute pendant la deuxième est de 0,4. Et donc naturellement ici, c'est 0,6. Et là, je réponds à la question 1. Je prends mon arbre, parce que j'en aurai sûrement besoin après. Effectivement. Donc là, j'ai mon arbre. Et derrière, on me demande de calculer la probabilité de P de A bar inter B bar. Donc P de A bar inter B bar, c'est ne pas chuter dans les deux, vous avez compris. Donc c'est P de A bar, d'abord je ne chute pas dans la première, et sachant que j'ai pas chuté dans la première, je ne chute pas dans la deuxième. Ce qui me donne ce chemin-là, 0,6 fois... Ah pardon, pas 0,6, plutôt 0,4 fois 0,6. 0,4 fois 0,6. 4 fois 6, 24. Deux chiffres après la virgule, donc 0,24. Je reprends ces données-là, parce que j'en aurai sûrement besoin par la suite. Question suivante. Montrer que P de B est égal à 0,34. Bon, je dispose de ces informations-là. Donc pour trouver P de B, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà citer ce que je vais utiliser, c'est-à-dire là, on a affaire à la formule des probabilités totales, autrement dit, tous les chemins qui mènent vers B. Donc d'après la formule, il faut la citer quand même, je ne m'acharne pas sur la rédaction, cela étant, il faut quand même un minimum. Donc d'après la formule des probabilités totales, donc là on me demande tous les chemins qui mènent vers B, donc P de B est égal à soit je chute et enfin plutôt je ne chute pas puis je chute, ou bien je chute et je chute. Voilà tous les chemins qui mènent vers B. Donc P de A bar inter B, donc c'est 0,4 fois 0,4. Voilà ce chemin, 0,4 fois 0,4. Ou donc P de A inter B, c'est-à-dire 0,6 fois 0,3, ce qui me donne 4 fois 4, 16, donc 0,16, plus 6 fois 3, 18, donc plus 0,18,
16 plus 16, 32. Je rajoute le truc, le 0,2 là, parce que là c'est 18. Ça me fait bien 0,34. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc P de B c'est 0,34. On enchaîne. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit, voilà, je reprends toujours ce que j'ai fait avant, avec bien sûr l'info supplémentaire, c'est que j'ai aussi que P de B, égale à 0,34. Qu'est-ce qu'on me dit là? La personne ne chute pas pendant la deuxième séance. Donc qu'est-ce que je sais? Donc d'après la formule, cette fois-ci, d'après la formule des probabilités conditionnelles, d'après la formule des probabilités conditionnelles, de points, sachant quoi? Sachant que je ne chute pas pendant la deuxième séance. Donc sachant que je ne chute pas, chuter c'est B, donc sachant que je ne chute pas, quelle est la probabilité qu'elle n'ait pas chuté lors de la première? Donc ne pas chuter, c'est A bar. Et bien là, c'est P de A bar inter B bar sur P de B bar. P de A bar inter B bar, je l'ai calculé précédemment, c'est ici, c'est 0,24. Et là, vous me direz, mais P de B bar, je ne l'ai pas, mais j'ai P de B. Donc P de B bar, c'est tout simplement 1 moins P de B. Formule de seconde. Donc ça me fait 1 moins 0,34, soit 0,66, ce qui me donne 0,24 sur 0,66. Et là, j'utilise la calculatrice. 0,24 divisé par 0,66 pour obtenir, on veut au millième. Donc, bon, le 6 ici fait en sorte que ça sera 0,364. 0, par excès, 364. On aurait pu mettre 363 millièmes par défaut. On passe à la question 5. On appelle X la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 100 personnes ayant souscrit à la formule, associe le nombre d'entre elles n'ayant chuté ni lors de la première ni lors de la deuxième séance. On assimile le choix d'un échantillon de 100 personnes à un tirage avec remise. On admet que la probabilité qu'une personne ne chute ni lors de la première ni lors de la deuxième est de 0,24. Montrer que X, plutôt que la variable aléatoire X, suit une loi binomiale. Bon, là, je vais utiliser le traitement de texte. Comment je vais justifier ça? Vous pouvez vous baser sur la rédaction de votre prof, mais je vais vous signaler ici les éléments qui sont importants pour avoir tous les points. Donc on va commencer par écrire en considérant qu'une personne n'ayant chuté ni lors de la première ni lors de la deuxième séance est un succès. Virgule. Voilà ce que je considère un succès, c'est-à-dire ne chuter ni dans la première ni dans la deuxième. X donne le nombre de succès, donc compte le nombre de succès, donc le nombre de fois où cet événement s'est passé. Lorsqu'on réalise 100 fois de manière indépendante la même expérience de Bernoulli, c'est-à-dire succès-échec. De Bernoulli. Dans la probabilité de succès, on nous le dit, le fait de ne chuter ni lors de la première ni lors de la deuxième, est de P, plutôt directement P, égale à 0,24. Et donc là, une fois que j'ai écrit tout ça, je dis tout simplement que X suit une loi binomiale de paramètres, parce qu'on me demande de préciser les paramètres. Combien de fois je répète? Ici, on réalise 100 fois de manière indépendante, donc là, voilà les mots-clés. Donc je répète 100 fois. Et ma proba de succès
Donc NP d'abord 100. Et ici 0,24. Voilà. Après, vous pouvez vous baser sur la rédaction de votre prof. Quelle est la probabilité d'avoir dans un échantillon de 100 personnes ayant souscrit à la formule au moins 20 personnes qui ne chutent ni lors de la première ni lors de la deuxième? Donc X, donc on veut au moins 20 personnes. Donc au moins 20 personnes, c'est X supérieur ou égal à 20. Et là, je vous le dis directement, grâce à la NumWorks, c'est immédiat. Grâce à la NumWorks, c'est immédiat. Donc je rentre dans probabilité, loi binomiale, mes paramètres, donc je répète 100 fois l'expérience, de manière indépendante, 100 fois l'expérience, et j'ai une proba de succès de 0,24, suivant, donc je veux x moins supérieur ou égal à 20, donc là je mets un 20, et j'ai ma réponse, puisque je veux 3 chiffres après la virgule, et c'est pas, donc 3 chiffres après la virgule, mais là c'est un 4, mais là après lui c'est un 6, donc c'est 0,855. Donc est égal, on peut dire à notre correcteur, en utilisant la calculatrice, 0,855. Je ne m'attarde pas sur l'utilisation de la Texas Instruments ici, vous pourrez regarder un tuto. J'enchaîne. Calculer l'espérance EX et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc l'espérance EX, X, donc on rappelle, X suit une loi binomiale de paramètres de points, n égale à 100 et p proba de succès égale à 0,24. Donc, d'après le cours, si vous voulez, l'espérance de x égale à n fois p, c'est-à-dire 100 fois 0,24. Donc ça me fait 24. On me demande d'interpréter ça dans le contexte de l'exercice, et ben je dirais tout simplement, si je dois écrire une phrase, je dirais, donc en moyenne 24 personnes, en moyenne 24 personnes ne vont chuter, ne vont chuter dans aucune des deux séances. On enchaîne partie B, qui est indépendante de la première. On choisit au hasard une personne venue un week-end au centre multisport en note T1. La variable aléatoire donnant son temps d'attente total en minutes avant les accès aux activités sportives pendant la journée de samedi. Et T2, la variable aléatoire donnant son temps d'attente total en minutes avant les accès aux activités sportives pendant la journée du dimanche. T1 suit une loi de probabilité d'espérance. Voilà, un écart type qu'on me donne. Les variables T1 et T2 sont indépendants. Donc quand on parle d'indépendance, c'est surtout pour, je pense, pour la variance. Et on nous dit le temps total, forcément, c'est T1 plus T2, le temps que j'ai attendu samedi, plus le temps que j'ai attendu dimanche. Déterminer l'espérance de T. Donc espérance de T, c'est en fait l'espérance, puisque T, bon, je ne vais pas mettre là parce que ça on va croire que c'est un I, c'est puisque T égale à T1 plus T2, donc c'est l'espérance de T1 plus T2. Et là je dis par linéarité de l'espérance, par linéarité de l'espérance, espérance de T1 plus T2 est égale à l'espérance de T1 plus l'espérance de T2, c'est-à-dire que je vais attendre au total 40 plus 60, et on demande de l'interpréter, donc c'est en minutes, hein, je suppose que c'est le temps en minutes, donc ça me fait 100 minutes, donc pas besoin de vous le rédiger, donc en moyenne, sur les 2 jours, je vais attendre 100 minutes. Bon, l'interprétation, je ne vais pas écrire de phrase, vous avez compris. J'enchaîne. On me dit, montrer que la variance Vt de la variable t est égale à 356. Donc pareil, variance de t
est égal à la variance de T1 plus T2. Or, T1 et T2 sont indépendantes, des variables indépendantes. C'est ça l'argument ici. Donc, la variance de T1 plus T2, tout simplement, variance de T1 plus variance de T2. Et vous me direz, mais j'ai pas la variance. Sauf que là, vous avez les écarts types. Vous savez, par exemple, que la variance de T1, c'est tout simplement la racine de la variance de T1 vous donne l'écart type. Et donc, naturellement, si vous voulez V de T1, vous élevez au carré, vous l'avez. Donc, ça me donne tout simplement l'écart type de T1 au carré plus l'écart type de T2 au carré, ce qui vous donne tout simplement 10 au carré plus 16 au carré. Donc 10 au carré, 10 fois 10, 100. 16 au carré, 16 fois 16, 256. Et donc ça me donne bien 356. C'est QFD. Évitons de l'écrire quand même. Donc on a abouti à ce qu'on attendait. On enchaîne. À l'aide de l'inégalité de Bienname-Tchebychev, montrez que pour une personne choisie au hasard, parmi celles venues un week-end au centre multisport, la probabilité que son temps total d'attente T soit strictement compris entre 60 et 140 minutes est supérieure à 0,77. Et là, il faut connaître son cours. Et je vais vous afficher la proposition de l'inégalité de Bienname-Tchebychev pour qu'on essaye de s'y retrouver. Donc voilà notre belle formule qui a l'air bien compliquée. Bon, je peux l'admettre. On va essayer de comprendre. On nous demande de montrer que la probabilité que son temps total d'attente soit strictement compris entre 60 et 140 minutes est supérieure à 0,77. On veut que le temps donc soit strictement compris. Donc, là, il faut se rappeler de son cours de seconde sur la valeur absolue, plutôt l'outil qu'est la valeur absolue à cette échelle qu'on étudie là. Je vais vous montrer ça. Donc il faut vraiment s'accrocher. Donc on veut que T soit strictement compris, donc le temps, entre 60 et 140. Donc imaginez-vous que vous ayez un intervalle. Donc là on est à droite des réels. On veut être entre 60 et 140. Le milieu là, entre 60 et 140. Donc 60 plus 140 divisé par 2, ça me donne 100. Voilà. 60 plus 140 divisé par 2, bien sûr. Donc je veux être à une distance, je veux que la distance entre 100 et T soit inférieure à 40. Vous voyez que là il y a 40 et là il y a 40. Autrement dit, on doit montrer que la probabilité que mon temps soit à une distance de 100 strictement inférieure à 40. C'est ça que je cherche. Bon. Et là, cette formule-là, elle a l'air bien complexe. Généralement, j'ai remarqué que c'est plutôt de manière équivalente. C'est l'équivalence qu'on va utiliser. Donc, c'est celle-là. X moins mu, sachant que mu, c'est l'espérance. Et l'espérance, vous remarquerez qu'on avait trouvé que c'était 100. Et là, vous avez un petit delta. Vous avez un petit delta. Et on nous dit, d'après l'inégalité de Bienname-Tchebychev, que cette probabilité-là, elle est, non pas égale, pardon, elle est strictement supérieure, elle est plutôt supérieure ou égale, elle est supérieure, donc je vais gommer tranquillement, elle est supérieure ou égale à 1 moins la variance de t sur, vous voyez le petit delta ici, qui est élevé au carré, vous voyez ce delta là. Donc je poursuis. Donc la probabilité d'avoir un temps qui a une distance de 100 strictement inférieure à 40, c'est supérieur ou égal à
1 moins V de t, V de t on l'a calculé au-dessus, donc V de t on a trouvé V de t qui est égal à ça est égal à 356. Donc 1 moins 356 sur 40 au carré. Ainsi, la probabilité d'avoir un temps strictement compris entre 60 et 140 est supérieure ou égale à, eh bien, on va utiliser la calculatrice. Donc ça me fait 1 moins 356 sur 40 au carré, ce qui me donne 0,77, bon, on peut dire même 0,78. Et supérieur ou égal, si on arrondit, hein. Donc si je suis plus grand ou égal à 0,78, donc je suis supérieur à 0,77. C'est QFD. Et cela clôture notre exercice 1. On passe à l'exercice 2, exercice de géométrie. L'espace est muni d'un repère orthonormé, OIJK, on considère les points suivants, d'accord? Une droite dont on nous donne la représentation paramétrique qui s'appelle D, et une deuxième qui s'appelle D'. On nous dit, première question, montrer que la droite D et D' sont séquentes au point S. Donc on va essayer de chercher le point d'intersection. On va résoudre un système. On doit résoudre le système. On doit résoudre le système. En gros, D égale D', point d'intersection. Donc je vous l'écris le système. X égale X, donc 3/2 plus 2t égale à S. 2 plus t égale à 3/2 plus S. Et enfin, 3 moins t égale à 3 moins 2 fois S. Bon, là, c'est relativement simple dans la mesure où on va utiliser de la substitution. On nous dit que S, dans la première ligne, égale à 3/2 plus 2t. Donc, à chaque fois que je vois du S, je le remplace par 3/2 plus 2t. Donc, S égale 3/2 plus 2t. Et donc, pour la deuxième ligne ici, 2 plus t égale à 3/2 plus S, mais S, c'est 3/2 plus 2t. Donc, plus, juste pour que vous puissiez le voir, le S qui est là, on me dit que c'est 3/2 plus 2t. Donc, le S, là, plus 3/2 plus S, c'est 3/2 plus 2 fois t. Pareil, pour la troisième ligne, j'ai 3 moins t égale 3 moins 2 fois S, donc 3 moins 2 fois 3/2 plus 2t. On poursuit l'équivalence. Donc j'ai S qui est égal, pour ne pas vous embrouiller, je le laisse à droite, 3/2 plus 2t. Ici, j'ai 2 plus t qui est égal à 3/2 plus 3/2, donc 6/2. 6/2, bah, c'est 3. 1,5 plus 1,5, donc 3/2 plus 2t. Et là, à la dernière ligne, j'ai 3 moins t qui est égal à 3 moins 2 fois 3/2 moins 2 fois 3/2, ça me donne moins 3. Et moins 2 fois 2t, ça me donne moins 4t. Système encore équivalent à, du coup, S égale à 3/2 plus 2t. Là, j'ai t, je fais passer ce t de l'autre côté, enfin, soustrait des deux côtés par t, en soustrait t des deux côtés. Réellement, j'aime pas cette expression, mais je l'utilise quand même. Donc 2t moins t, et le 3, il vient là, donc ça me fait 2 moins 3. Pour ici, c'est le moins 4t que je fais passer de l'autre côté, excusez-moi de parler comme ça, moins t plus 4t. Vous voyez, le moins 4t, je l'ai fait passer là. Et le 3 qui est là, je le fais passer de l'autre côté. J'avais déjà un 3 ici,
Donc déjà 3 moins 3, de toute façon ça va s'éliminer, 3 moins 3, ça s'élimine, donc le 3 que je mets, donc là c'est 0. Et ce 3 là il passe de l'autre côté, ça me donne moins 3. Enfin résoudre un système quand même, surtout ce genre de système, c'est vraiment... J'ai presque envie de dire trivial, je pense. Tout le monde est capable de le faire. Et donc là, ça me donne 2t moins t, donc ça me donne t égale à 2 moins 3, ça me fait moins 1. Et là, j'ai moins t plus 4t, ça veut dire 3t qui est égal à moins 3. Et donc là, ça me donne t égale à moins 1 dans la ligne 2. Et là, t égale à moins 3 divisé par 3, ça me donne moins 1. Donc t égale moins 1. Ici, je remplace t par moins 1. Donc s égale 3 demi plus 2 fois moins 1. Donc 3 demi plus 2 fois moins 1. Je suis dans la surexagération, mais bon. Et donc là, j'obtiens du coup que S là, 3 demi moins 2, donc 1,5 moins 2, ça me donne moins 1,5. Bon, je vous laisse faire le calcul. En tout cas, j'ai trouvé t égale à moins 1. Lorsque je trouve t égale à moins 1, je reviens à ma droite, où il y a le t. Vous voyez ici. Donc le point d'intersection, c'est x qui vaut 3 demi, donc t égale moins 1, plus 2 fois moins 1, donc les coordonnées de l'abscisse, enfin les coordonnées plutôt, l'abscisse est de 3 demi moins 2, ça me donne moins 1 demi. Pour l'ordonnée y égale 2 plus moins 1, ça me donne 1. Et enfin pour la cote, 3 moins t, donc z égale 3 moins moins 1, ça me fait 3 plus 1, ça me fait 4. Et voilà les coordonnées du point d'intersection. Une fois que vous avez trouvé votre t, vous remontez là où il y a le t, vous avez bien ce qui était attendu. Donc les droites sont séquentes. On enchaîne. Montrer que le vecteur n est un vecteur normal au plan ABC. Donc, le vecteur n est normal au plan ABC si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan ABC. Donc, pour déjà ABC, je vais devoir calculer le vecteur AB puis le vecteur AC pour montrer qu'ils ne sont pas collinaires déjà. Et après, je montre qu'ils sont bien orthogonaux au vecteur qu'on présente. Donc, AB, donc je l'écris là, AB, quand même, on sait calculer le vecteur AB. Donc, 1 moins moins 1, ça me fait 2. Moins 1, moins 2, ça me donne moins 3. Et 2, moins 1, ça me fait 1. Voilà AB. Pour AC. AC, 1 moins moins 1, ça me fait 2. 1 moins 2, ça me donne moins 1. Et enfin, 1 moins 1, ça fait 0. Donc là, clairement, les vecteurs ne sont pas collinaires. Là, vous avez 0. Et là, vous n'avez pas de 0. Il ne peut pas y avoir de relation de proportionnalité. Enfin, donc là, je reprends mes vecteurs. Je commence déjà par dire, pour montrer qu'il est normal au plan, ce que je vais faire, c'est que déjà, je prends les vecteurs ici. Et je dis, je commence par préciser à mon correcteur, je lui dis, donc AB et AC ne sont pas collinaires. On ne peut pas exprimer l'un en fonction de l'autre. Vous avez une coordonnée nulle ici. Enfin, vous avez une cote nulle ici, mais pas là. AB et AC ne sont pas collinaires. Donc maintenant, pour que le vecteur n soit normal au plan ABC, il suffit qu'il soit orthogonal aux deux. Donc je fais n scalaire AB, qui est égal, donc n, c'est 1, 2, 4, scalaire AB, 2, moins 3, 1. Je calcule, donc 1 fois 2, ça fait 2, plus 2 fois moins 3, ça fait plus moins 6, 4 fois 1, ça fait 4, et là, 2 plus 4, ça fait 6, moins 6, ça fait 0. Pareil avec le vecteur AC, n scalaire AC, c'est égal à 1, 2, 4, scalaire 2, moins 1, 0. Allez, on le fait rapidement. 1 fois 2, 2. 2 fois moins 1, 0. Donc ça fait 0. Voilà. 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. 2 moins 2, ça fait 0. Et 4 fois 0, ça fait 0. Donc là, on écrira n. Donc je le mets en rouge. N est orthogonal
est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires, ils viennent d'où ces vecteurs? Ils sont dans le plan A, ABC, non collinéaires du plan ABC, donc N est normal à ABC. Donc N c'est 1, 2, 4. Voilà. 1, 2, 4. En déduire une équation cartésienne du plan ABC. Donc je réécris N qui a pour coordonnées 1, 2, 4 et normal au plan ABC. Donc déjà, on peut démarrer en prenant 1, 2, 4 pour dire que finalement, ABC, il a pour équation cartésienne, 2 points, 1x, je fais apparaître comme ça, vous voyez bien, plus 2y, plus 4z, plus d, égale à 0. Sauf que là, il faut déterminer le d. Pour déterminer le d, ce que je vais faire, je prends le point A ou le point B, à vous de me dire ce que vous préférez. Mais puisque vous n'êtes pas là, je vais décider moi-même. Donc le point le plus simple, je prends le point C. Vous voyez le point C, parce que 1, 1, 1, c'est le plus simple. Or, pour trouver le D, donc or, C appartient au plan ABC, donc ces coordonnées vérifient l'équation du plan. Donc je vais, donc C, ces coordonnées, je l'écris là, C, il a pour coordonnées 1, 1, 1. Autrement dit, puisque ces coordonnées vérifient l'équation du plan, ça me fait 1 fois 1 plus 2 fois 1 plus 4 fois 1 plus D égale à 0. 1 fois 1, 1. Donc 1 plus 2 plus 4 plus D égale à 0. Et là, vous voyez que c'est 6 plus 1, 7. Donc 7 plus D égale à 0. Et j'en conclus que donc D égale à moins 7. Ainsi, ABC, il a pour équation cartésienne. Donc regardez, le vecteur normal vous donne le A, le B et le C. Et pour déterminer votre D, vous prenez un point du plan, C appartient à ABC. Regardez, il y a la lettre ici. Ainsi, ABC, 2 points, A pour équation cartésienne, 1x, donc on peut écrire x tout simplement, on est grand maintenant. X plus 2y plus 4z moins 7 égale à 0. Je prends ça parce que je sens que j'en aurai éventuellement besoin. Démontrer que les points A, B, C et S ne sont pas coplanaires, donc ils n'appartiennent pas au même plan. Bon, on a le plan ABC, donc ABC appartient au même plan, il y a le plan ABC. Quand on nous demande qu'ils ne sont pas coplanaires, il suffit de montrer que S n'appartient pas au plan ABC. Donc voilà l'équation de ABC. On va montrer que S n'appartient pas au plan ABC, et donc que A, B, C, S ne sont pas coplanaires. On va voir si les coordonnées de S vérifient ou non l'équation. Donc je remplace x par moins 1 demi. Donc ça me fait moins 1 demi plus 2 fois y, le y. Donc l'ordonnée de S c'est 1. Donc 2 fois 1 plus 4 fois z. 4 fois 4 moins 7. Voyons voir ce que ça me donne. Ça me donne moins 1 demi plus 2 plus 16 moins 7. 16 moins 7, ça me fait 9. 9 plus 2, ça me fait 11. Et 11 moins 1 demi, ça me donne 10,5 qui est différent de 0. Donc les coordonnées de S, ne vérifient pas. Les coordonnées de S ne vérifient pas l'équation du plan ABC. Donc, S n'appartient pas au plan ABC. Et donc, A, B, C, S ne sont pas coplanaires. On pouvait passer par un système et ça aurait rendu les choses beaucoup plus lourdes. Coplanaire.
on enchaîne. Démontrer que le point H est le projeté orthogonal de S sur le plan ABC. Donc là, je le fais vulgairement. Vous avez un plan ABC. Voilà, on va imaginer qu'ils sont là les points. On a un plan ABC. Imaginons qu'on est A, B, C. Et extérieur à ce plan, puisqu'ils ne sont pas coplanaires, vous avez le point S. Donc on vous demande démontrer que le point H est le projeté orthogonal de S sur le plan ABC. Je suppose que H il appartient au plan ABC sûrement. Donc il faut montrer grosso modo qu'à la fois H est dans le plan ABC, donc il vérifie l'équation de ABC, et en même temps que H, là il y a un angle droit ici, permettez-moi de parler vulgairement, autrement dit que le vecteur SH est collinéaire au vecteur normal du plan ABC. Donc déjà première vérification, H appartient à ABC, point d'interrogation. Voyons voir. Donc là voici mon fameux plan ABC, voyons voir si H, ses coordonnées vérifient l'équation du plan ABC. Ça me fait donc moins 1 plus 2 fois 0 plus 4 fois 2 moins 7, qui est égal à moins 1 plus 0 plus 8 moins 7, moins 1 moins 7 moins 8 plus 8, ça me donne 0. Donc H appartient à ABC. Ça, c'est la première question. Donc là, c'est bon. Deuxième question qu'il faut se poser. Donc là, c'est bon. Deuxième question qu'il faut se poser. SH, le vecteur, collinéaire au vecteur normal du plan ABC. Collinéaire à N. Donc SH, je vais calculer le vecteur SH. S, je le reprends où? Le S, il est là. Mon S, il est là. Je le reprends. Je le mets là. Et N, bon, je ne sais même pas pourquoi je le cherche alors que je l'ai ici. C'est 1, 2, 4. Bon. SH, je le calcule tranquillement. Donc SH, donc moins 1, moins 1, moins 1 demi. Donc ça fait 1 demi. Donc moins 1, pardon. Moins 1, moins 1 demi. Donc plus 1 demi, ça fait moins 1 demi. 0 moins 1, ça me donne moins 1. Et enfin, 2 moins 4, ça me donne moins 2. Et j'ai le vecteur n qui, lui, est 1, 2, 4. Bah, écoutez, on regarde. Moins 1 demi divisé par 1, ça me donne moins 1 demi. Moins 1 divisé par 2, moins 1 divisé par 2, ça me donne moins 1 demi. Et moins 2 divisé par 4, et moins 2 divisé par 4, ça me donne moins 1 demi. Donc les coordonnées des vecteurs sont proportionnelles, donc SH et N sont collinaires. Donc il faut faire en fait fois moins 2 pour passer de là à là. Donc on a bien que H est le projeté orthogonal de S sur le plan ABC. Je prends quand même SH parce que j'en aurai éventuellement besoin, je suppose. En déduire qu'il n'existe aucun point M du plan ABC tel que SM soit inférieur à racine de 21 sur 2. Bon, je redis la même chose, je refais la même chose. Donc là, je refais un plan. Maintenant qu'on sait que c'est le projeté orthogonal, donc ABC, vous avez A, B et C. Je vous mets le vecteur SH parce que je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. On a ici S, ici on a H. Voilà. C'est le projeté orthogonal de S sur le plan ABC. Et on nous dit, il faut montrer qu'il n'y a aucun point dans ABC, quelque part ici, là, tel que la distance soit
strictement inférieure à racine de 21 sur 2. Déjà, il faut partir du principe suivant. La plus courte distance entre S et le plan, c'est la longueur de S avec son projeté orthogonal sur le plan. Donc déjà, on va calculer SH. SH, c'est racine de... Là, on a déjà les coordonnées. Du coup, ça fait moins 1 demi au carré, plus moins 1 au carré, plus moins 2 au carré. Là, c'est vraiment le cours de seconde. Donc ça me donne 1 quart plus 1 plus 4. Je mets tout sur 4. Donc là, 4 fois 4, 4 fois 4. Racine de le tout sur 4. 1 plus 4, ça fait 5. 5 plus 16, ça me fait 21. Et donc ça me donne SH égale à racine de 21 sur racine de 4, soit racine de 21 sur racine de 4 qui est égale à 2. Donc la plus courte distance, c'est racine de 21 sur 2. C'est celle-là la plus courte distance. Donc il ne peut pas y avoir de plan, c'est le projeté orthogonal. Donc si vous voulez l'écrire avec des phrases, ben, comme H est le projeté orthogonal de S sur le plan ABC, et que SH est la plus petite distance entre S et le plan ABC, ben forcément il ne peut pas y avoir de point M qui est plus petit que la plus petite distance. Enfin, c'est la plus courte distance entre S et le plan. Et je vous dis que la plus petite distance, c'est racine de 21 sur 2, donc vous ne pouvez pas obtenir une distance plus petite que la plus petite distance. Enfin bon. Voilà. Donc ça, c'est la plus petite distance possible. Plus petite distance possible. Et je vous renvoie vers votre cours de seconde. On enchaîne. On considère un point M appartenant au segment CS. D'accord. On a donc CM, donc il y a un segment CS. Bon, on va essayer de faire un petit dessin là pour comprendre. CS. On a un point M mobile qui se déplace là, quelque part ici. Donc c'est K fois CS, d'accord. Et K bien sûr compris entre 0 et 1 parce qu'il est dans le segment. Déterminer les coordonnées du point M en fonction de K. Donc M c'est XM, YM, ZM. On nous dit que CM, ça c'est de niveau seconde. Hein. Bien sûr il y a 3 coordonnées mais ça reste quand même niveau seconde. Est égal à 4 fois CS. C, ses coordonnées c'est 1, 1, 1, ça je m'en rappelle. Et H et S, et j'ai besoin de quoi là? J'ai besoin de S. Donc S, ses coordonnées, elles sont où? S, ses coordonnées, elles sont là. Voilà, donc je prends le point S. Il est là. Donc CM, c'est XM moins XC, XM moins XC, mais donc XM moins 1, YM moins 1, ZM moins 1, qui est égal à K fois CS. Donc je commence par S, donc moins 1 demi, moins 1, ça me fait moins 3 demi. 1 moins 1, ça me donne 0. Et 4 moins 1, ça me donne 3. Donc je poursuis. Donc j'ai XM, c'est un système. XM moins 1, c'est égal à K fois moins 3 demi. Donc moins 3 demi K. YM moins 1 égale à K fois 0. Donc YM moins 1, je l'écris quand même, K fois 0. Comme ça, vous voyez ce que je suis en train de faire. Et ZM moins 1, ZM moins 1 égale à 3K. Donc, XM égale à moins 3 demi K plus 1. YM égale à K fois 0, c'est 0. 1 de l'autre côté, YM, c'est égal à 1. Et ZM, troisième coordonnée, la cote, ça me fait 3K plus 1. À partir de là, il n'y a rien d'autre en fait, il me demande juste ça. Sûrement j'en aurai besoin derrière, je suppose, encore une fois, je n'en ai aucune idée, je découvre en même temps le sujet que vous.
existe-t-il un point M sur le segment? Bon, voilà déjà. Voilà. Donc on parle de MAB. Donc j'ai besoin des coordonnées de A et B. A et B, je vais les chercher où? A et B tout en haut. C'est comme si vous étiez au bac. Là, vous êtes en train de chercher, comme moi. Ce que je suis en train de faire là. Je reviens vers les coordonnées de A et B. Je reviens toujours vers le sujet immédiatement au cas où je me suis trompé. Entre-temps, donc là, AB, parce qu'en fait, c'est possible que des fois, vous écrivez mal vos coordonnées. Et si vous le reprenez sur votre copie, vous risquez de faire une double erreur. Alors que là, je vais rechercher dans l'énoncé immédiatement. Donc, je poursuis. Voilà. Dernière question. Espérant conclure en beauté. Qu'est-ce qu'on me demande? Est-ce qu'il y a un point M? Ah oui, donc K, attention, parce que là j'ai mis K, c'est un peu de manière sauvage, hein. K appartient à l'intervalle 0,1. C'est un nombre compris entre 0 et 1. Est-ce qu'il existe un point M tel que le triangle MAB soit rectangle en M? Qu'est-ce que ça signifie rectangle en M? Et là, on est renvoyé vers notre cours de... notre interrogation, notre cours de 4e. Autrement dit, on va mettre d'une part, allez, on y va, d'une part, AB, on veut, est-ce qu'il existe? Bon, je vais faire ça un peu, donc vous allez voir où je vais en venir. D'une part, j'ai AB au carré qui est égal à racine, la distance au carré, bon, la distance au carré, donc AB au carré comme ça, je vais le calculer, donc AB au carré, je calcule d'abord la distance AB que j'élève au carré, donc AB au carré, ça me fait 1 moins 1, ça me fait 2. Moins 1, moins 2, ça me fait moins 3 au carré. Plus 2 moins 1 au carré, ça me fait 1 au carré. J'ai AB au carré qui est égal à racine au carré. Donc vous avez compris que la racine avec le carré, ça va sauter, hein. Donc 2 au carré, ça me fait 4. Plus moins 3 fois moins 3, ça veut dire 9. Plus 1 fois 1, ça fait... Donc là, ça me fait racine de 14 au carré, ça me fait 14. Voilà. Et on voudrait, nous, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que MB au carré plus AM au carré peut être égal à 14? D'autre part, donc j'exprime en fonction de K d'autre part. Avec K, un nombre compris entre d'autre part. Avec K appartenant à l'intervalle 0, 1, on a du coup MA au carré plus MB au carré qui est égal à racine de au carré plus. Donc là, en utilisant les coordonnées de M, donc là, M, je vais l'écrire ici, hein, M, c'est moins 3 demi-K plus 1 en abscisse. En ordonnée, c'est 1. Et en code, c'est 3K plus 1. Voilà, je reprends tout ça. C'est pas difficile, mais il faut pas se perdre, quoi. Donc je le mets ici, comme ça on l'a en tête. Donc MA au carré, donc A, donc moins 1, moins tout ça au carré. Ça va être quand même lourd, hein. Ça va être sacrément lourd tout ça. Donc ça me donne MA au carré. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un peu d'espace là, parce que... Voilà, je vais me créer un peu d'espace. Donc MA au carré, je vais prendre tout ça comme espace. Plus MB au carré, je vais me prendre tout ça comme espace. MA, donc A moins... Donc moins 1, moins de la formule, tout ça, ça me fait du coup plus 3 demi-K moins 1 au carré, plus 2 moins 1, ça me fait du coup 1 au carré, il faut quand même suivre un minimum. Et enfin 1 moins ça, donc ça me fait plus 1 moins 3K moins 1 au carré.
plus, du coup, MB, 1 moins tout ça, ça me fait 1 plus 3 demi de K plus 1 devient moins 1 au carré, plus B, donc là c'est moins 1, bah moins 2 au carré. On va mettre quand même un peu d'espace là pour éviter que ça parte en vrille. Voilà. Et enfin plus 2 moins ça. Donc on comprend, hein. Ça me fait du coup 2 moins 3K moins 1 au carré. Ce qui est égal, donc j'exprime cette distance en fonction de K. Là, moins 1, ça me fait moins 2, donc ça me fait 3 demi-K moins 2 au carré, plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1, donc ça c'est au carré, plus, donc le 1 moins 1 vont sauter, donc plus moins 3K au carré, ça va, il n'y a pas trop d'identité remarquable non plus. Ici pareil, le 1 et le moins 1 vont sauter, donc ça me fait 3 demi K au carré, plus 4, 2 moins 1, ça me fait 1, donc plus 1 moins 3K au carré, et il faut pas oublier le carré ici. La racine avec le carré vont sauter, donc ne soyez pas étonnés si je fais ça en gros. Tac, 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 tac. Et donc là, je développe l'identité remarquable, donc accrochez-vous les amis, accrochez-vous bien comme il faut. C'est pas non plus très difficile, hein. Donc 3 demi au carré. 3 demi au carré, ça veut dire 9 quarts. 3 demi K au carré. Donc, carré, moins 2 fois 3 demi K fois 2, ce 2-là, plus 2 au carré, plus 1 qui traîne là, moins 3K au carré, ça fait plus 9K carré, plus, donc pareil, donc là, ça me fait 9 quarts K carré, plus 4 qui traîne, ici l'identité remarquable, 1 au carré, moins 2 fois 1 fois 3K, plus 9K carré. Je simplifie tout ça. 9 quarts carré. Donc, je fais un jeu de couleurs comme ce que je fais avec les cinquièmes. Donc là, les carrés, j'ai ça, hein. Hop. Hop, là, il faut que j'additionne tout ça. Donc 9 quarts plus 9 quarts, ça fait 18 quarts. 18 quarts plus 9. Bon, écoutez, 18 quarts plus 9. 9 étant 36 quarts. Donc 18 plus 36. Bon, je m'amuse un peu, hein. 18 plus 18 plus 18 quarts K carré. Pour ce qui relève du K uniquement... Ah bah j'ai oublié celui-là aussi. Donc c'est plutôt 72. Voilà, c'est plutôt 72. Donc je le mets bien avec la bonne couleur, hein. Faut pas se louper là-dedans. En rouge, ce qui relève du K. Donc ça quand même, le 2 avec le 2 au numérateur dénominateur vont sauter. Donc ça me fait moins 3K fois 2, ça fait moins 6K. Donc facteur de K, je vais mettre plus K combien? Donc moins 6K. Et là j'ai combien? J'ai encore un autre moins 6K. Donc ça va, là on est d'accord, il n'y en a plus que deux fois, donc moins 12K. Et enfin les nombres qui traînent un peu partout. 2 au carré c'est 4, donc 4 plus 1 ça fait 5. Et plus 5 encore, ça me fait plus 10. 72 plus 18, ça me fait 90 quart K carré, moins 12K plus 10. 90 divisé par 2, ça me fait 45. Et si je le redivise par 2, ça me fait 22,5. Donc 22,5 K carré moins 12K plus 10. Ça, il faudrait que j'ai cette longue, ça là, c'est-à-dire MA au carré plus MB au carré, qui est égal à 14. Donc je dois avoir
Je dois résoudre l'équation. 22 avec k, donc 22,5. 22,5 k carré moins 12k plus 10 égale à 14. Autrement dit, en faisant passer de l'autre côté, k, bien sûr, il appartient entre 0 et 1. Il appartient à l'intervalle, pardon, 0 et 1. Donc ça me fait 22,5 k carré moins 12k 10 moins 14, ça me fait moins 4 égale à 0. Et je dois résoudre cette équation. Je vous le dis directement, donc je trouve K1 et K2, ça, delta doit sûrement être positif. Hein. J'utilise ma calculatrice. Et voyons voir ce que ça me donne. Donc 22,5 moins 12 moins 4. Je vais dans équation. Voilà, second degré. Le x, donc on a connu 22,5 moins 12 moins 4. On va demander de... Donc je trouve moins 0,23, je ne la retiens pas, et je trouve 0,76. Et donc, moins 0,23 ne sera pas retenu. Moins 0,23, je ne la retiens pas, parce qu'elle est négative. Et 0,76 environ, ça marche. Environ, 0,76 environ. Et donc la question est de savoir, est-ce que il y a des solutions? Existe-t-il un point M? Oui, il y a bien un point M, il faut qu'il ait pour coordonnées. Donc il faut donner ses coordonnées. Bah, vous remplacez M. Vous remplacez M dans les coordonnées de M. Donc M, on remonte à M. Donc ici, vous remplacez K par la valeur que vous avez trouvée. Après, je vous conseille de prendre quand même la valeur exacte, mais qui a l'air bien étrange. Hein. C'est 4 sur 15 plus 2 racine de 14 sur 15. Voilà, remplacez K par ça, parce que c'est environ 0,76. Voilà, mais déjà, si vous arrivez jusqu'ici, c'est très très bien. Donc, il existe un seul point M du segment CS tel que MAB est rectangle en M. Et surtout, la question, c'était est-ce qu'il existe un point M? Oui, il existe. C'est quand même assez long. Hein. On passe à l'exercice 3. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse. Justifiez chaque réponse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. On nous dit que la suite UN converge vers 5 tiers. Donc voilà la suite UN. Donc c'est une forme indéterminée. Vous voyez, si vous voulez le faire plus l'infini, 5 puissance plus l'infini, ça me fait plus l'infini en dénominateur plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. On va lever l'indétermination. Ce que je vais faire pour lever l'indétermination, c'est que je vais factoriser par la puissance la plus élevée. Donc au numérateur, je vais factoriser par 5. Ça me donne du 5 puissance n, pardon. Ça me fait 5 puissance n facteur de 1 sur 5 puissance n plus 1 divisé par 3 puissance n, pardon, divisé par, du coup, 2 sur 3 puissance n plus 1. Et là, qu'est-ce que j'ai? Voilà, je me retrouve. Or, donc ça, on peut l'écrire de la manière 5 puissance n, 3 puissance n, fois, entre parenthèses, 1 sur 5 puissance n plus 1, divisé par 2 sur 3 puissance n plus 1. Or, la limite de 1 sur 5 puissance n quand n tend vers plus l'infini, donc 1 sur l'infini, ça vaut 0. Et la limite de 2 divisé par 3 puissance n quand n tend vers plus l'infini,
2 sur l'infini, ça me donne 0. Donc, pour le faire vulgairement, ça c'est 0, ça c'est 0. Donc, la limite de 1 sur 5 puissance n plus 1 divisé par 2 sur 3 puissance n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, ça c'est 0, donc ça fait 1 sur 1, ça me donne 1. Et, sauf que cette quantité-là qui dépend de n, elle est multipliée par 5 puissance n sur 3 puissance n. Et la limite de 5 puissance n sur 3 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Car, je peux l'expliquer ici, 5 puissance n sur 3 puissance n, c'est en fait 5 tiers puissance n, et 5 tiers est strictement plus grand que 1. Donc quand vous avez un nombre qui est strictement plus grand que 1, sa limite, quand vous l'élevez à la puissance n et que vous faites tendre n vers plus l'infini, sa limite c'est plus l'infini. Donc je vous renvoie vers votre cours. Voilà, je vous explique ici le quart. Et donc par produit, donc vous avez plus l'infini fois 1. Donc par produit, donc par produit, la limite de un, c'est plus l'infini. Donc l'affirmation est fausse, quand on nous dit qu'elle converge vers 5 tiers. Affirmation fausse. C'est pas si simple du tout. Hein. C'est pas difficile non plus. Il faut être à l'aise un petit peu. Donc j'enchaîne. On me dit, on considère la suite Wn, W0 égale 0, et pour tout entier naturel n, Wn plus 1, c'est 3Wn moins 2n plus 3. Pour tout entier naturel, Wn est supérieur ou égal à n. Pour tout entier naturel. Donc là, on va faire un raisonnement par récurrence. On doit montrer ça. Donc ça sera notre Pn, notre proposition qui dépend de n, que Wn est supérieur ou égal à n. On va faire l'amorce, ou que vous appelez vous initialisation généralement. Amorce. J'ai d'une part W0, on me le donne, on me dit que c'est 0. Donc W0 est bien supérieur ou égal à 0. Donc P0 est vrai. La proposition est initialisée. Donc P0, la proposition en rang 0 est vraie. On va passer à l'hérédité. Donc l'hérédité, soit n, hérédité, donc deuxième étape, hérédité, soit n un entier fixé, tel que Pn, sous-entendu tel que Pn est vrai. Tel que Pn. C'est-à-dire que Wn, donc après notre hypothèse de récurrence, est supérieur ou égal à n. Pour passer au rang d'après, il faut faire, d'abord on multiplie par 3 pour passer à 3Wn, je vous montre toutes les étapes. Donc 3Wn est supérieur ou égal à 3n. Et en rajoutant après moins 2n plus 3 des deux côtés, à droite et à gauche, ça ne change pas le sens, moins 2n plus 3, qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'obtiens Wn plus 1, qui est supérieur ou égal, donc 3n moins 2n, ça me fait n. C'est supérieur ou égal à n plus 3, mais si on est supérieur ou égal à n plus 3, on est bien supérieur ou égal à n plus 1. Donc, en supposant Wn supérieur ou égal à n, on aboutit au fait que Wn plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. Ainsi, Pn implique Pn plus 1. Ainsi, Pn implique Pn plus 1. Donc la proposition est initialisée, elle est héréditaire, donc pour tout n appartenant à n, cette affirmation est vraie. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai multiplié, je voulais passer de Wn à Wn plus 1. Or, Wn plus 1, c'est 3Wn moins 2n plus 3. Je multiplie par 3 des deux côtés, puis j'ajoute moins 2n plus 3 des deux côtés. Là, j'ai Wn plus 1. J'aboutis au fait que Wn plus 1 est supérieur ou égal à n plus 3, mais si je suis supérieur ou égal à n plus 3, je suis supérieur ou égal à n plus 1, par transitivité. J'enchaîne.
On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini dans la courbe représentée CF est donnée dans un repère orthonormé. T est la tangente CF au point d'abscisse 8. D'accord. Voilà. L'axe des abscisses est la tangente horizontale à CF au point d'abscisse 1. Donc l'axe des abscisses est la tangente à CF. Donc on parle de tangente, donc l'axe des abscisses au point 1. Donc des fois je suis au-dessus de ma tangente, des fois je suis en dessous. C'est ce qu'on me dit là. Voyons voir c'est quoi l'affirmation. L'affirmation est la suivante. Voyons voir. D'après le graphique, la fonction f est convexe sur son ensemble de définitions. Qu'est-ce que ça veut dire convexe? Ça veut dire être toujours au-dessus de ses tangentes. Est-ce que c'est le cas? Donc je répète, convexe, ça veut dire être toujours au-dessus de ses tangentes. Est-ce que c'est le cas ici? Eh bien, regardez, vous voyez que la droite, la tangente en 8, je vous la mets en vert là, la tangente en 8, elle est au-dessus de votre courbe bleue. Donc elle ne peut pas être convexe. Être convexe, c'est toujours au-dessus de ses tangentes. Fausse. L'affirmation est fausse. Par exemple, CF est en dessous de sa tangente. On notera T. Je ne sais pas comment je vais le dire, mais en dessous de sa tangente au point A. On peut écrire ça. Donc, en dessous de sa tangente au point A. Parce que vraiment, il faut avoir en tête que convexe, c'est au-dessus de ses tangentes. Mais enfin, la question est facile. Il faut connaître son cours et puis c'est tout. Et là, pour tout réel x supérieur à 0, ln de x moins x plus 1 inférieur ou égal à 0, est-ce que c'est vrai ou faux? Donc là, il faut avoir un peu de jugeote. Je vous explique. On doit dire si, pour x strictement plus grand que 0, ln de x est... Je fais passer le moins x plus 1 de l'autre côté, passez-moi l'expression x moins 1, c'est ça qu'on nous pose comme question. Est-ce que ça, c'est tout le temps vrai? Là, il faut connaître son cours quand même et voir des choses comme cela. Je vous montre. Prenez, par exemple, ln de x. On va l'appeler f de x, comme ça on ne va pas s'embrouiller. On va noter f de x pour x strictement plus grand que 0 égale à ln de x. Donc, f' de x, ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini, c'est égal à 1 sur x. Et f seconde de x est égal à moins 1 sur x au carré. Donc la dérivée seconde, elle est tout le temps strictement plus petite que 0. Donc, f est concave. Et qu'est-ce que ça veut dire concave? C'est f en dessous de ses tangentes, de toutes ses tangentes. En dessous de ses tangentes. Or, x moins 1, c'est une tangente. Vous allez me dire, mais comment ça, c'est une tangente? On va voir quelle est la tangente en 1. Tangente en 1 de ln. Donc ça me fait y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Y égale f' de 1, donc 1 sur 1, ça me donne 1. 1 fois, entre parenthèses, x moins 1 plus f de 1, c'est-à-dire ln de 1, qui vaut 0. Y égale à x moins 1 plus 0. En effet, puisque x moins 1, c'est la tangente à ln au logarithme népérien en 1, et qu'on sait que f seconde de x, c'est moins 1 sur x carré, donc f est concave, f est toujours en dessous de ses tangentes, donc elle est aussi en dessous de sa tangente en 1, donc ça c'est tout le temps vrai. Puisque c'est une tangente parmi d'autres, ln elle est tout le temps en dessous de ses tangentes. Voilà, donc l'affirmation est vraie. Mais il faut l'avoir en tête quand même.
Celle-là, je peux vous l'accorder, mais bon, pour des gens qui connaissent leur cours, normalement c'est assez simple. On enchaîne. Exercice 4, dernier exercice sur 6 points. L'objet de cet exercice est l'étude de l'arrêt d'un chariot sur un manège, à partir du moment où il entre dans la zone de freinage en fin de parcours. En noter le temps écoulé exprimé en secondes à partir du moment où le chariot arrive sur la zone de freinage. On modélise la distance parcourue par le chariot dans la zone de freinage exprimée en mètres en fonction de t à l'aide d'une fonction de t d définie sur 0 plus l'infini, donc 0 compris. On a ainsi d0 égale à 0. Par ailleurs, on admet que cette fonction d est dérivable sur son ensemble de définitions. On note d', ça a dérivé. Donc là, on nous a tracé la courbe de d, la tangente t à la courbe de d au point d'abscisse 4,7 et l'asymptote delta à la courbe en plus l'infini. Bon, il y a beaucoup d'informations. Voyons voir ce que ça donne par rapport aux questions. Donc voilà, on a la figure. Et surtout, on va attaquer les questions dans cette partie. Donc c'est la partie A. Dans cette partie, aucune justification n'est attendue. Eh bien, tant mieux. Avec la précision que permet le graphique, répondre aux questions ci-dessous d'après ce modèle. Au bout de combien de temps le chariot aura-t-il parcouru 15 mètres dans la zone de freinage? Enfin là, bon, excusez-moi, mais là, cette question, c'est vraiment l'occasion d'avoir des points. Donc là, au bout de combien de temps j'aurai parcouru 15 mètres? Là, vous avez compris, vous avez le temps. Et là, c'est en mètres. 15 mètres, je viens à 15, là. 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, 15 mètres. 15 mètres. Hop, je croise ma courbe. Et je vois que c'est au bout de 2 minutes. T, c'est en minutes, hein, je suppose. Ou en secondes. Oh non, c'est en secondes. Voilà, j'allais me tromper. C'est 2 secondes. Au bout de combien de temps? 2 secondes. Question d'après. Quelle longueur minimale doit être prévue pour la zone de freinage? Donc la longueur minimum, on va regarder ça. La tangente en plus l'infini, qu'est-ce qu'on remarque? On a une tangente en... Donc 21, 22... Ouais, c'est pas totalement 23. On peut dire 23 mètres. De toute façon, on va jamais la dépasser. Et c'est largement suffisant. Et on enchaîne. Que vaut d' de 4,7? Bon. Et après, il faut interpréter le résultat. Donc d' en 4,7, vous avez vu que ça, c'est la tangente en 4,7. On nous le donne dès le départ. Et donc, pour trouver d' de 4,7, il suffit de trouver le coefficient directeur de la droite. Donc, le point A, il a pour coordonnées 4,7, 21. Vous voyez que ici, c'est 21. Donc, A, il a pour coordonnées premier point de la droite. Donc, j'ai A qui a 4,7 en abscisse et en ordonnée 21. Il me faut un autre point qu'on va appeler B. Où est-ce qu'on pourrait trouver de la tangente ce que je trouve avec la précision que permet le graphique. J'essaie de trouver un point, je vais zoomer un petit peu pour vous dire est-ce qu'on peut trouver un point un peu plus intéressant. J'arrive pas à en trouver un là spontanément. Bon, là c'est 11, 12, je vais rétrécir ça. Voilà, 13, 14, 15, 16, et là je suis à 17. Et là, combien de graduations là? 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est de 0,2 en 0,2. On peut dire que là c'est 16,4. Ici c'est 16,4. Donc B, on va l'appeler B ce point-là. On va l'appeler B. Et B, donc deuxième point de ma droite, c'est 0 en abscisse, 16,4 en ordonnée. Et donc là, D' de 4,7, donc c'est le coefficient directeur de la tangente en 4,7, donc c'est YB moins YA sur XB moins XA.
Et donc, ça me donne 16,4 moins 21 divisé par 0 moins 4,7. Je ne me casse pas la tête, j'utilise la calculatrice. Bon. 16,4 moins 21. 16,4 moins 21 divisé, bon, c'est de la tautologie, 0 moins 4,7. Quand on est en examen, on écrit tout. Donc ça me fait à peu près 0,97, on va dire. Après, ma précision n'est pas forcément la meilleure. Donc à peu près 0,97 ou 0, ouais, 0,97, c'est très bien. Environ 0,97 et on me demande d'interpréter ça dans le contexte de l'exercice. On pourrait dire que la vitesse instantanée au bout de 4,7 secondes est d'environ 1 mètre par seconde. Voilà, c'est la vitesse instantanée d'environ 1 mètre par seconde. On va interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. La vitesse instantanée à 4,7 secondes est d'environ 1 mètre par seconde. Donc vitesse instantanée, vitesse instant. Je vous renvoie vers votre cours de première ou votre cours de physique d'ailleurs. Vitesse instantanée de 1 mètre par seconde quand on est à 4,7 secondes. 0,97, c'est à peu près 1. On enchaîne. Qu'est-ce qu'on a? On rappelle que t désigne le temps écoulé en secondes à partir du moment où le chariot arrive sur la zone de freinage. Voilà. On modélise la vitesse instantanée. Bon, voilà, donc on aurait pu se sauver ici là-dedans. On met par seconde en fonction t par une fonction v. La fonction v est dérivable sur son ensemble de définitions et notre v', sa fonction dérivée. La fonction v est solution de l'équation différentielle suivante, où y est une fonction inconnue, etc. Moi, je préfère l'écrire, non pas tout de suite, on verra la suite, on verra après. On précise de plus que lors de son arrivée sur la zone de freinage, la vitesse de chariot est égale à 12 mètres par seconde, donc V0 égale 12. Ça nous fait quand même beaucoup d'informations. Déterminer les solutions d'équation différentielle E' sur 0 plus l'infini. Donc là, il faut résoudre l'équation différentielle Y' plus 0,6Y égale à 0. Une équation différentielle qui est équivalente à Y' égale à moins 0,6Y. Et donc comme solution, avec K, donc ça me fait K exponentielle de moins 0,6x. Ou T plutôt, parce que là, T c'est ça notre variable. Voilà, d'après le cours. K, 1 réel. Donner les solutions de E' sur 0 plus l'infini. Voilà. Mais sauf qu'on sait bien sûr que V0 égale 12. Bon, on y reviendra. Soit G, la fonction définie par G de T, vérifier que G est une solution de l'équation E. L'équation différentielle E. L'équation différentielle E, je vais la prendre ici directement. Voilà E. Donc G est dérivable comme produit de fonctions dérivables. Voilà. Sur 0 plus l'infini. Hein. Il faut montrer que si je prends G' et je lui rajoute 0,6 fois G, il faut que je retombe sur ça. G est dérivable sur 0 plus l'infini comme produit de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Donc on peut y aller. G' de t. Il faut quand même que je dérive G' de t. Donc là, je vais mettre de côté donc G de t qui est de la forme U fois V avec U est égal, donc voilà, donc G' de t, vite fait, je vous l'écris là. Donc G' de t, ça sera U', V. Donc le U, je vous le mets comme ça on s'embrouille pas avec le V. U', V plus V', U. Avec U,
égale à t. Donc U' égale à 1. V égale à exponentielle de moins 0,6t. Et V' égale à moins 0,6 fois exponentielle de moins 0,6t. On est d'accord. Et donc là, G' de t est égal à U' V, donc U' c'est 1, donc 1 fois V, donc 1 fois exponentielle moins 0,6t, plus V', mais plus, de là il y a moins, du coup plus, on met moins 0,6 fois exponentielle de moins 0,6t fois U, c'est-à-dire fois t. Je factorise par exponentielle de moins 0,6t, ce qui me donne que G' de t, c'est exponentielle de moins 0,6t, facteur de 1 moins 0,6t. 1 moins 0,6t. Ainsi, G' de t plus 0,6 fois G de t égale, donc G' de t, il est là, c'est 1 moins 0,6t exponentielle de moins 0,6t plus 0,6 fois G de t qui est t exponentielle moins 0,6t. Facteur commun, le voici, exponentielle de moins 0,6t. Ça me donne exponentielle de moins 0,6t. Ça me donne 1 moins 0,6t plus 0,6 fois t, c'est-à-dire plus 0,6t. Ça s'élimine une fois exponentielle de moins 0,6t, donc ça me donne bien exponentielle de moins 0,6t. Donc G est bien solution de l'équation. J'aboutis bien que G', j'aboutis bien au fait que G' de t plus 0,6 fois G de t égale à exponentielle de moins 0,6t. Qu'est-ce qu'il y a à la suite? En déduire les solutions de l'équation différentielle E sur 0 plus l'infini. On va procéder par étapes. Donc l'homogène, donc y' plus 0,6y égale à 0, on avait trouvé comme solution k, avec k un réel, exponentielle de moins 0,6t. On avait trouvé ça, y égale. Donc ça, c'est pour la solution avec le 0. Puis, pour la solution particulière, donc y' plus 0,6y est égal à exponentielle de moins 0,6t. Ça, j'avais trouvé que G faisait l'affaire. Donc G de t qui fonctionnait, G de t égale à t, voilà, t exponentielle de moins 0,6t. Et en fait, les solutions, regardez bien, c'est la somme des deux. Les solutions de l'équation différentielle E, les solutions de ça, c'est la solution homogène, donc quand il y a 0 ici, plus la solution particulière. Donc S égale, l'ensemble de solutions égale, K exponentielle de moins 0,6t, donc c'est les solutions égales. Enfin, il ne faut pas l'écrire comme ça quand même, je vais plutôt écrire Y. Les solutions, c'est les fonctions de la forme, on va les appeler f de t, t, k exponentielle de moins 0,6t, plus celle-là, plus t, exponentielle de moins 0,6t. Et on peut factoriser k plus t, facteur de exponentielle de moins 0,6t. Donc je vous renvoie vers votre cours pour trouver les solutions de l'équation différentielle qui vous intéresse. Donc celle-là, c'est l'homogène plus une particulière. Généralement, on vous la donne, la particulière. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ça, sûrement, j'en aurais besoin par rapport au contexte de l'exercice. Et on me dit, en déduire que pour tout réel appartenant à un intervalle, on a V de t égale à cela. Eh bien, c'est simple. V de t, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, c'est les solutions de l'équation. Et V, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce V? On remonte pour essayer de comprendre ce dont il est question. On nous dit
que V est solution de l'équation différentielle. Et elle vérifie V0 égale 12. Donc elle est solution de l'équation différentielle, donc elle est de la forme que j'ai exhibée, qui est là. Sauf que pour V, on nous dit que V0 égale à 12, mais elle est aussi de cette forme-là. Donc quand je remplace T par 0, je trouve 12. Donc ça me donne 12 égale à K plus T, donc K plus 0, facteur de exponentielle moins 0,6 fois 0. Et je trouve évidemment K fois 1 égale à 12. Donc V de T égale, il faut remplacer K par 12, ça me fait 12 plus T exponentielle de moins 0,6 T. Voilà. Voilà pourquoi. Parce que elle est solution de l'équation différentielle, donc elle est sous cette forme-là, sauf qu'on vous dit que V0 égale à 12, quand tu remplaces T par 0, tu es censé obtenir 12, ça m'amène à K égale à 12, et donc ici je remplace K par 12, et j'ai mon V de T. On enchaîne. Dans cette question, on étudie la fonction V. Montrer que la dérivée de V est cela. Donc là, V, je la reprends ici, pareil que tout à l'heure. C'est toujours délicat de dériver V, parce qu'on dit que c'est la forme U fois V, mais bon, c'est pas grave. On va utiliser le V majuscule comme tout à l'heure. Donc là, V est dérivable, bon, on nous l'a déjà dit de toute façon, pas besoin de le repréciser, sur 0 plus l'infini. Donc V, c'est un produit, donc j'ai V de T qui est de la forme U fois grand V. Donc V', c'est U', V plus V', U, avec U, grand U, égale 12 plus T, on n'oublie pas les parenthèses. Et la dérivée de 12 plus T, 12, sa dérivée c'est 0, T c'est 1. Et V, c'est exponentielle de moins 0,6 T, donc V', c'est moins 0,6 exponentielle de moins 0,6 T. Et donc j'applique tout bêtement ma formule. Donc V', petit v. Là vraiment, là, j'ai pas envie de m'embrouiller, mais il y a un grand V et un petit v si vous voulez. Donc petit V', c'est U', donc U' c'est 1, donc 1 fois V, donc exponentielle moins 0,6 T, plus V', donc moins 0,6 exponentielle de moins 0,6 T fois U, c'est-à-dire 12 plus T. Facteur commun, le voici. Donc petit V', c'est en facteur moins 0,6 T, facteur 2. Ici, vous avez 1 moins 0,6 fois quoi? Moins 0,6 fois 12 plus T. Et je simplifie donc. Donc ça me fait 1 moins 0,6 fois 12. Donc là, vous avez 72, mais là, on décale. Donc ça me fait du 7,2. Moins 7,2. Et moins 0,6 fois T, ça me fait moins 0,6 T. Exponentielle de moins 0,6 T. Je simplifie au max. Donc 1 moins 7,2, ça me fait moins 6,2 moins 0,6 T exponentielle de moins 0,6 T. Est-ce que c'est bien ce qui était demandé? Eh bien, moins 6,2 moins 0,6 T. Eh bien, c'est très bien. Bah, tant mieux alors. Donc, je la note quand même. Donc, ça, c'est V', parce que j'en aurai sûrement besoin derrière. En admettant que V de T égale à temps, déterminer la limite de V en plus l'infini. Bon. On nous a déjà donné la forme, hein. Bon. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Déjà, la limite d'exponentielle, donc 12 fois exponentielle de moins 0,6 T quand T tend vers plus l'infini, enfin je parle juste de ça déjà. Ça, vous savez que la limite de l'exponentielle de grand X, quand votre variable tend vers moins l'infini,
ça vaut 0. Sauf que là, regardez bien ce qui se passe. J'ai moins 0,6 fois t qui tend vers plus l'infini. Donc moins 0,6 fois plus l'infini, ça me donne moins l'infini. Donc c'est 12 fois exponentielle de moins l'infini, ça vaut 0. On est d'accord. Et par croissance comparée, je sais que la limite de grand X sur exponentielle de grand X quand X tend vers plus l'infini, ça c'est les croissances comparées, ça vaut 0 aussi. Donc ça aussi, ça vaut 0. Si vous notez 0,6t égale à grand X, et la limite de 0,6t, vous voyez cette quantité-là, elle tend vers plus l'infini, sur exponentielle de 0,6t, quand t tend vers plus l'infini, voilà, ça vaut 0, par croissance comparée. Et donc là, vous avez 0 plus une quantité fois 0, donc par somme, et produit à la limite, par somme et produit, la limite de v quand t tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Voilà. On poursuit. Étudier le sens de variation de la fonction v et dresser son tableau de variation complet. Il faut justifier en plus. Donc on avait dit que v', voilà. Ça c'est v'. Ça c'est v' de t. Bon, je l'écris plus correctement en mettant d'abord moins 0,6t. Donc ça me fait moins 0,6t moins 6,2 exponentielle de moins 0,6t. T appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc pour t appartenant à 0 plus l'infini, exponentielle de moins 0,6t est tout le temps plus grand que 0. Donc v' de t, est du signe, v' de t est du signe de moins, une fonction affine, moins 0,6t, moins 6,2. D'accord? Sauf que moins 0,6t, moins 6,2 égale à 0, c'est équivalent en fait d'avoir moins 0,6t égale à 6,2, c'est-à-dire t égale à 6,2 divisé par moins 0,6. Donc ça c'est négatif. Donc imaginez-vous si on avait étudié ça sur moins l'infini 0, juste ce t là. Si on était sur moins l'infini plus l'infini, donc là le 0 il est quelque part là, on aurait eu qu'en fait là, ça s'annule au niveau d'une quantité négative, donc 6,2 moins 0,6. C'est une fonction qui est décroissante, donc c'est plus, et après c'est moins, donc entre 0 et plus l'infini, ça sera moins. Donc là, si on se limite uniquement à 0 plus l'infini, ça sera toujours moins. Donc là, t variant entre 0 et plus l'infini, j'ai v' de t qui est tout le temps négatif. Donc variation de v, c'est drôle d'écrire comme ça. Et donc, c'est tout le temps décroissant. Et la limite en plus l'infini, on a dit que c'était 0. Et la limite en 0, il me semble qu'on l'a déjà calculé. J'ai plus le souvenir tellement on passe notre temps. La limite en 0, est-ce qu'on l'avait calculé? Non, qu'est-ce que je raconte? La limite en 0, il n'y a pas de limite en 0. V0 égale 12. Voilà. Montrer que l'équation v de t égale 1 admet une unique solution alpha dont on donnera une valeur approchée au dixième. Bon, on y va. J'ai mon tableau de variation. Et on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Le discours habituel. V est continu sur 0 plus l'infini. V est croissante sur 0 plus l'infini. On a V0 égale à 12 qui est plus grand que 1. Et la limite de V quand t tend vers plus l'infini, c'est 0 qui est plus petit que 1. Donc d'après le corollaire
Donc d'après, n'écrivez pas TVI, moi je vais écrire TVI, donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, donc écrivez quand même sur votre copie théorème des valeurs intermédiaires, l'équation V de t égale 1 admet une unique solution notée alpha. Comme d'hab, notée alpha, il faut déterminer au dixième. Donc là, il me faudrait V de t. Je retombe à V de t. Donc V de t, il est où? Donc voilà, on va remonter. Faut pas se perdre là-dedans. Ouais, V de t, il est là. Bon. Il faut que je le détermine. Donc là, il faudrait la calculatrice rentrer ça dans ma calculatrice. Je suis curieux de savoir s'il y a encore des questions ou pas. Ouais, il y a encore des questions. Donc V de t, il faut voir quand est-ce que c'est égal à 1 à 10 puissance moins 1 près parce que c'est au dixième. Donc là, 12 plus t, donc nous c'est x, donc là je vais sur grapheur. Donc ajouter un élément. 12. Donc, je prends un modèle. Oui, donc là moi je veux 12. Je mets les parenthèses. Donc 12 plus x, parce que j'ai pas t comme variable. Exponentielle, facteur de exponentielle, moins 0,6x. Voilà. Et là, hop, je vais sur mon tableau de valeurs. Donc là, je suis plus grand que 1. Là, je suis plus petit que 1. Donc c'est entre 4 et 5. Et là, je vais régler l'intervalle. Je règle l'intervalle. Je veux commencer à 4. Je veux terminer à 5. Et je veux être au dixième, donc 0,1. Plus grand que 1, plus grand que 1, plus grand que 1. Oh, c'est entre 4,6 et 4,7. Voilà. Donc alpha, il est compris entre, je vous le montre bien, regarde, entre 4,6, là vous êtes plus grand, 4,7 vous êtes plus petit, donc 4,6 et 4,7. On peut dire 4,7 à peu près 4,7, un chiffre après la virgule. Et donc on enchaîne derrière, ça me donne comme question, on va quand même écrire, allez, alpha environ 4,7. Lorsque la vitesse du chariot est inférieure ou égale à 1 mètre par seconde, un système mécanique se déclenche permettant son arrêt complet. Déterminez au bout de combien de temps ce système entre en action. Donc il faut que la vitesse du chariot soit inférieure ou égale à 1 mètre. Bah écoutez, on vient de dire que alpha, regardez, il faut bien comprendre, f de alpha, c'est égal à 1. Et alpha, c'est environ 4,7. Vous déterminez au bout de combien de temps ce système rentrera en action? Bah, au bout de 4,7 secondes. Enfin bon. On vous dit au bout de combien de temps, donc à partir de 4,7 secondes. De 4,7 secondes. Et voilà la justification. V de alpha égale à 1. Or, alpha, c'est environ 4,7. Donc, à partir de 4,7 secondes, vous atteignez 1. Donc, vous ne faites que descendre derrière pour aller vers 0. Ça va encore. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, il y a encore une partie C. Bon. Je me disais bien qu'on n'avait pas fait d'IPP, donc intégration par partie. Je vous rappelle la formule rapidement. Hein. Vous faites en sorte que l'intégrale qu'on vous donne, parce que là il faut faire une IPP, on vous dit allez d'une intégration par partie, montrer que la distance parcourue est temps. D de t qui est l'intégrale entre 0 et t de v de x, de v, pardon. Oubliez ce v là, le v que je vais utiliser, c'est vraiment celui de la formule. Vous faites en sorte d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. U, v'. Et donc là, vous appliquez votre formule U, v, entre a et b, moins l'intégrale U'V. Et je préfère être très clair là-dedans. Moi, je ne vais pas faire de cours sur l'intégration par partie ici.
C'est-à-dire que je vais appliquer tout bêtement une formule. En partant du principe que j'ai une intégrale qui est là, entre 0 et t, de v de x, qui est donc 12 plus x exponentielle de moins 0,6x dx, qui est ma variable. Donc il faut que je choisisse c'est quoi u. Donc mon u, je vais considérer que mon u, c'est 12 plus x. Naturellement, mon u' devient 1. Et je vais dire que finalement mon v', c'est ça là, c'est exponentielle de moins 0,6x. Et donc v, c'est moins 1 sur 0,6 exponentielle de moins 0,6x. Pourquoi donc dériver v, ce v là, hein, et vous verrez que vous aboutissez à ça. J'applique bêtement ma formule, donc dt égale à cette intégrale-là, donc j'ai plus qu'à appliquer mon intégration par partie, donc c'est u fois v. U, j'ai dit que c'était 12 plus x, donc ça me fait 12 plus x facteur de v. V, c'est ça, fois... On va éviter de faire des ratures, surtout, c'est pas le moment là, surtout avec ça. 0,6 exponentielle de moins 0,6x moins l'intégrale entre, donc alors bien sûr on est entre 0 et t, donc là pareil entre 0 et t, de u'v, donc u' c'est 1, donc tant mieux, et v c'est moins 0,6 exponentielle de moins 0,6x dx. Je poursuis tranquillement. Ça me donne donc égal. Donc là, je remplace par t d'abord, ça me fait 12 plus t fois moins 1 sur 0,6 exponentielle de moins 0,6t moins 12 plus 0, donc 12 quoi, fois moins 1 sur 0,6, parce que l'exponentielle de 0 c'est 1. Moins et moins, aussi bête que ça puisse paraître, ça fait plus l'intégrale entre 0 et t de 1,06 exponentielle de moins 0,6x dx. Je simplifie ici, ça me fait moins devant la parenthèse 12 plus t sur 0,6 exponentielle de moins 0,6t. Moins 12 fois moins, ça fait plus 12 divisé par 0,6. Quelle fonction dois-je dériver pour obtenir ça? Eh ben, donc, je vais mettre le 1 sur 0,6 extérieur. 0,6. La fonction que je dois dériver pour obtenir ça, eh bien, c'est 1 sur 0,6 moins, pardon, je mets le moins ici, moins 0,6x entre 0 et t. Je simplifie, ça me fait moins 12 moins t divisé par 0,6 exponentielle de moins 0,6t. Ça, je les additionne. Non, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Erreur de cinquième. Plus 12 sur 0,6 plus 1 sur 0,6 facteur 2. Je remplace d'abord par t, ça me fait 1 sur 0,6 exponentielle de moins 0,6t. Et là, je remplace par 0, ça me fait moins, ça me fait plus 1 sur 0,6 fois 1, donc ça me donne ça. Je poursuis, ça me fait moins 12 moins t sur 0,6 exponentielle de moins 0,6t plus 12 sur 0,6. Et là, je développe, ça me fait moins 1, donc 0,6 fois 0,6, 6 fois 6, 36,
Donc là, ça fait 0,36 exponentielle de moins 0,6t. Et ça fois ça, ça me donne plus 1 sur 0,36. Je factorise avec mon exponentiel. Donc ça me fait exponentielle, lui, exponentielle de moins 0,6t, facteur de moins 12 moins t sur 0,6, moins 1 sur 0,36. Et ce qui traîne, c'est-à-dire ça, plus 12 sur 0,6, plus 1 sur 0,36. Ce qui me donne... Ce qui me donne... Je vais effacer tout ce qu'il y a au-dessus, là, pour remonter le fil. En espérant aboutir au résultat. Parce que beaucoup de calculs. C'est pas compliqué, mais il faut pas se perdre, en fait. Il faut connaître ces formules, il faut avoir fait beaucoup, une cinquantaine d'intégrations par partie avant de se présenter au bac. On peut pas chercher uniquement à calquer des résultats, si vous voulez, vous faites maths complémentaires, mais en spécialité maths, vous ne pouvez pas vous contenter uniquement de calquer des choses. Donc là, j'arrive là, c'est vraiment embêtant, mais ça me donne, par exemple pour cette fraction-là, ça me donne moins t sur 0,6, moins 12 divisé par 0,6, parce que moins 12, voilà, moins 1 sur 0,36, tout ça, facteur de exponentielle de moins 0,6t. Et ça, je le calcule à la calculatrice. 12 divisé par 0,6. Donc 12 divisé par 0,6 plus ou moins plus 1 sur 0,36 plus 1 divisé par 0,36. Est-ce qu'on peut me le donner sous forme de fraction? 205 sur 9. Donc ça me donne plus 205 sur 9. Ici, j'ai moins 1 sur 0,6. Donc moins 1, je descends, donc moins 1 divisé par 0,6. Ça me donne, voilà, sous forme de fraction, on y va, c'est moins 5 tiers. Donc ça me fait moins 5 tiers de t. Et ça, moins 12, bah ça je l'ai déjà fait, mais du coup c'est en négatif, ça me fait moins 205 sur 9 exponentielle de moins 0,6t plus 205 sur 9. Et donc c'est bien ce qu'il fallait obtenir. Voilà. Dernière question. On rappelle que le dispositif d'arrêt se déclenche lorsque la vitesse du chariot est inférieure ou égale à 1 mètre par seconde. Donc elle va être inférieure à 1 mètre par seconde au bout de 4, c'est quand t égale à 4,7. Rappelez-vous, hein. On avait dit que v de alpha égale à 1. On fait que descendre. Là on était à 12. Et à un moment on est à 1 ici, là. Et là j'ai les mètres en gros. Là j'ai le temps au bout de 0 et au bout de alpha. Donc alpha, on avait dit que c'était combien? On avait dit que alpha c'était environ 4,7 secondes. D'accord. Détermine selon ce modèle une valeur approchée au centième de la distance parcourue par le chariot dans la zone de freinage avant le déclenchement. La distance parcourue par le chariot dans la zone. Donc la distance, donc il faut comprendre D, qu'est-ce que c'est D? On nous dit D. C'est la distance parcourue par le chariot entre le 0 et T. Donc là, on veut la distance entre 0 et 4,7. Bah écoutez, tout simplement, vous calculez l'image de 4,7, autrement dit, moins 5 tiers fois 4,7, moins ce qu'on avait trouvé au-dessus, donc moins 205 sur 9, moins 205 sur 9, fois exponentielle de moins 0,6
fois 4,7 plus 205 sur 9. Je vous laisse quand même le simplifier parce que cela clôture notre exercice. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout.